Mais Parker commence à peine à maîtriser sa nouvelle vie en tant que Spider-Girl, et voilà qu'un nouveau Spider-Man fait soudain son apparition, lui volant la vedette et les mettant tous les deux en danger lors de ses interventions héroïques. Une chose est sûre, ce n'est pas Peter Parker sous le masque, car lui aussi enrage que quelqu'un d'autre se soit réapproprié son costume. N'en reste pas moins que le nouveau venu semble bien posséder les pouvoirs que l'on prête au premier Spider-Man du nom, sauf le fameux sens du danger qui lui fait cruellement défaut. Alors qu'elle démarre son enquête avec le soutien de son père pour résoudre ce nouveau mystère, May se retrouve happée malgré elle au cœur d'une toute nouvelle guerre des gangs en plein New York pour le contrôle des territoires du caïd. Un nouveau venu, là encore, un certain Canis, revendique le titre de nouveau caïd du crime tandis que l'original est en prison mais maintient un certain contrôle sur ses territoires et surtout sur ses troupes via l'assassin téléporteur Mr. Nobody. La guerre que les deux grandes figures criminelles se livrent va faire des dégâts partout, y compris dans la vie privée des héros et dans l'entourage proche de May. Ainsi, Mr. Nobody décide d'assassiner Normie Osborn pour le compte de Wilson Fisk, tentative avortée grâce à Spider-Girl et à Raptor, mais qui laisse un message bien compréhensible par tout ce petit monde, se mêler de ses propres affaires. En plein début de liaison avec Raptor dans la vie civile, Normie refuse de reprendre le masque du bouffon vert, mais il planifie bel et bien le retour de cette grande figure du crime grâce à la participation involontaire de Phil Urich, pour qui il a conçu tout un tas de nouvelles armes et de nouveaux gadgets afin de lui céder le rôle du bouffon. Sitôt Urich investi de cette nouvelle charge, qu'il désirait secrètement plus que tout, le voilà jeté en plein dans la bataille lui aussi quand les gangsters commencent à s'adjoindre les services d'autres super-vilains tels que Funnyface et Crazy Eight, les deux frères ennemis, chacun engagé dans l'un des camps de cette guerre pour neutraliser l'autre. Les choses commencent à prendre une tournure vraiment terrible et les quelques super-héros restés sur New York sont déjà débordés, aussi c'est aux héros plus modestes d'intervenir pour calmer le jeu avant qu'il ne soit trop tard. May décide alors de former un nouveau groupe sur le modèle des New Warriors, qui réunira les sœurs Lady Hawk, le Buzz, le Bouffon Vert, version Phil Ulrich, Raptor et même Dark Devil autour d'elle. À eux tous, ils connaissent suffisamment bien la ville pour pouvoir intervenir rapidement avec le bon outillage niveau communication, et en un rien de temps, les gangs rivaux doivent revoir leur copie. Mais l'escalade se poursuit néanmoins jusqu'au moment fatidique où un innocent devra payer le prix de l'arrogance des héros. Et cet innocent, c'est justement Crazy Eight, qui venait de trahir son propre camp pour tenter de convaincre son petit frère de faire de même, et de reprendre leur indépendance loin de cette guerre des gangs. Dans le feu de l'action, Spider-Girl plonge pour sauver le nouveau Spider-Man qui continue de faire cavalier seul, et Crazy Eight reçoit une balle qui ne lui était pas destinée. Mort sur le coup dans les bras de son frère, le vilain ne fera plus jamais de mauvaises blagues, mais son trépas signe le début d'une ère de vengeance pour la famille de Funnyface. Tandis que les événements autour du nouveau Spider-Man finissent enfin par se calmer et que les choses se tassent également au niveau de la guerre des gangs, Canis et Fisk ayant trouvé un arrangement temporaire satisfaisant, Funnyface, quant à lui, ne rêve que d'une chose, détruire l'assassin de son frère. Pour cela, il fait s'évader sa mère, Angel Face, de l'Institut Ravencroft, et à eux deux, ils sèment aussitôt le chaos partout où ils passent, faisant le plus de bruit possible pour attirer à eux les héros et surtout Spider-Girl. Mais refusant de tomber dans la spirale de la violence qu'entraîne toujours une vengeance puis une autre et ainsi de suite, notre jeune araignée va finir par proposer une trêve et un pacte de non-agression aux deux supercriminels. S'ils acceptent de partir loin de New York et de ne plus faire de mal, il n'y aura aucune poursuite. Devant l'étalage des forces rassemblées pour les arrêter, Angel Face accepte et embarque son fils loin de toute cette folie. Sa décision unilatérale va hanter May par la suite car les Warriors ne lui pardonnent pas d'avoir laissé filer les vilains et la bannissent du groupe qu'elle avait pourtant elle-même fondé. Comme un malheur n'arrive jamais seul, voilà qu'au lycée aussi il faut se méfier de tout le monde. May vient d'être victime à son tour d'un cambrioleur de casier d'étudiant, le sien contenant son sac à dos qui contenait lui-même son Spider costume. Effrayée à l'idée que quelqu'un puisse tenter de la faire chanter en connaissant sa double identité, May ne sait plus vraiment vers qui se tourner alors qu'une enquête très officieuse est lancée par certains étudiants qui veulent à tout prix mettre la main sur le cambrioleur. C'est dans ce même laps de temps qu'une petite nouvelle fait son apparition dans l'établissement, la fille du coach Thompson, Felicity, qui tient beaucoup plus de sa mère, la célèbre Felicia Hardy, qui, comme ne l'ignore pas May, n'était autre que la chatte noire en son temps, partenaire de son père et cambrioleuse de génie. Dans la tête de May, un petit vélo se met à tourner, imaginant sans problème que la fille ait pu hériter de la tendance kleptomane de la mère, mais il s'avère rapidement que c'est une fausse piste de plus, Felicity enquêtant en réalité elle aussi sur le véritable voleur pour son compte. D'ailleurs, Felicity, du haut de ses 13 ans, voue une passion dévorante aux aventures de Spider-Girl, dont elle n'ignore rien puisque sa propre mère était du métier et l'a évidemment nourrie de récits de jeunesse du premier Spider-Man et de leur tandem de choc. Voulant à tout prix devenir la nouvelle coéquipière officielle de Spider-Girl, Felicity se cherche encore une identité à endosser, refusant tout net de reprendre l'imagerie développée par sa mère avec qui elle est désormais en froid pour des raisons qui leur sont propres, comme cela peut arriver dans toute famille frappée par un divorce. Le voleur finalement démasqué et confondu, May peut enfin passer à quelque chose de plus sérieux, comme sa préoccupation lancinante au sujet des Faces dont elle ignore à cet instant qu'ils se livrent à une série de braquages dans tout le pays, avant de revenir sur New York pour en finir avec Spider-Girl. Mais là encore, comme un malheur n'arrive jamais seul, voici que Peter Parker veut reprendre le costume lui aussi. Pas pour entraver May cette fois-ci cependant, mais plutôt lui servir d'exemple à suivre et pouvoir l'entraîner plus sérieusement et efficacement, ce qui met l'adolescente dans l'embarras. D'autant plus maintenant que Mary Jane attend un nouvel enfant et que sa grossesse ne se passe pas vraiment aussi bien qu'espéré.
Avant même que May ait eu son mot à dire, la voilà en plein cœur d'un affrontement titanesque entre un nouveau Super Skrull et les Fantastic Five, avec son père comme point culminant du stress intense qu'elle ressent. Si Peter en sera quitte pour demander une nouvelle jambe bionique à Reed Richards pour reprendre le collier sans mauvaise surprise, May quant à elle se retrouve bien seule quand les Faces refont surface. Enlevant Peter dans son costume de Spider-Man après un rapide affrontement tournant en sa défaveur, les deux super-vilains sont traqués par tout le monde au sein des Warriors, mais c'est bien Spider-Girl qui finira par leur infliger une cuisante défaite sans la moindre pitié ni le moindre remords cette fois-ci. May est maintenant prête à endosser pleinement ses responsabilités et à utiliser ses grands pouvoirs pour faire le bien, même si parfois cela implique de lâcher la bride à sa colère si longtemps retenue. Enfin, l'ombre de Norman Osborn ressurgit de la tombe quand la femme qu'il avait autrefois missionnée pour enlever May à sa naissance et la retenir en Europe refait surface à son tour pour en finir avec le poids terrible qui la hante depuis cette époque, plus de 15 ans auparavant. Kane sera lui aussi de la partie, déterminé à empêcher un meurtre plutôt qu'à en commettre un, mais prêt à tout s'il le faut. Contre toute attente, ce n'est pas May qui est visée, mais Normie pour le simple fait d'être un Osborn et de porter en lui le germe nocif du bouffon vert des origines. Et quand ses propres camarades de classe sont victimes de l'inconstance de May dans ses relations amicales, c'en est trop pour la jeune femme en devenir qui décide tout bonnement d'arrêter d'être Spider-Girl et de se consacrer plutôt à ses amis et à sa famille, des responsabilités qui lui semblent plus hautes et plus nobles que de combattre les criminels en costume. Nous voilà au bout de la troisième intégrale ou Complete Collection en VO des aventures de May Parker, alias Spider-Girl. Si la nouvelle couverture nous vend le caïd comme étant une ombre menaçante qui plane sur le destin de la jeune héroïne, vous découvrirez rapidement qu'il n'en est rien en vérité et que le plus grand danger pour elle réside plutôt dans la détermination des Faces à la tuer pour venger Crazy Eight. La guerre des gangs elle-même n'est tout au plus qu'un prétexte de grande ampleur pour provoquer cette tragédie et pousser May dans ses retranchements, jusqu'au point où elle libérera toute sa fureur accumulée pour régler enfin la situation par elle-même. Du reste des chapitres et aventures racontés ici, on ne peut pas dire que ce soit véritablement transcendant et à plusieurs reprises on sent bien que les auteurs, Tom DeFalco et Pat Olliffe, font les fonds de tiroir pour trouver de petites allusions à glisser ci et là pour rattacher l'univers MC2 aux aventures vécues par le premier Spider-Man du nom. Même la présence d'un nouveau Spider-Man plus jeune s'inspirant du premier n'est au final pas si satisfaisante que cela en tant qu'intrigue et sera rapidement reléguée au second plan face à la guerre des gangs qui elle-même n'est qu'un prétexte comme on l'a vu plus tôt. Alors que penser de cette lecture? Ne vous y trompez pas, il y a tout de même de beaux morceaux de bravoure pour Spider-Girl dans ce tome, à commencer par le chapitre entièrement silencieux servant d'hommage à Crazy Eight juste après sa mort, de son autopsie jusqu'à l'enterrement. Le deuil est un facteur compliqué à gérer dans toutes les familles, à plus forte raison quand on s'en sent responsable, et ces quelques pages muettes nous donnent largement tout ce qu'il faut pour ressentir soi-même le trouble et le chagrin des personnages directement impactés. Je dirais que le plus intéressant vient à la toute fin, avec le règlement de compte final entre Spider-Girl et les Faces d'une part, et le retour de Kane pour sauver Normie Osborn d'autre part. On découvre aussi, mine de rien, pas mal de petits secrets sur les autres personnages qui gravitent dans ce futur alternatif et autour de May elle-même, comme les véritables identités de Dark Devil et du Buzz par exemple, ou encore les vraies circonstances qui ont provoqué la mort de Norman Osborn premier du nom et la perte de la jambe de Peter du même coup. Et j'avoue que j'ai adoré que Tom DeFalco reprenne des éléments majeurs de la fin de la saga du clone, comme l'enlèvement de May bébé et le dernier face-à-face entre Peter et Norman à ce sujet, des histoires dont je vous ai déjà parlé par le passé d'ailleurs et qui trouvent ici tout leur intérêt pour le connaisseur comme pour celui qui découvre. Je terminerai en répétant ce que je pensais déjà à la lecture des deux premiers tomes. Pat Olliffe est un bon dessinateur à l'ancienne, mais peut-être trop à l'ancienne justement. Quand on découvre au milieu de l'album le graphisme saisissant de Chris Batista qui arrive en remplacement le temps d'un ou deux chapitres maximum, on ne peut que faire la triste comparaison avec le style vieillot de Olliffe et se dire que la série pourrait vraiment être mieux servie à ce niveau. Le sera-t-elle par la suite? Il ne tient qu'à nous de le découvrir ensemble.